Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission dans le cadre de la tournée des tiers-lieux qui se poursuit cette fois-ci avec une étape à proximité de Toulouse. On est à peu près à 20-30 minutes du centre-ville dans le château des Confluences que vous voyez en arrière-plan pour une étape qui est co-organisée avec 3 tiers-lieux, 3 PA, les Imaginations Fertiles et le Centième Singe. Vous allez découvrir leurs différentes activités, notamment autour de produire autrement, aussi bien la production agricole que la production à travers l'univers des makers et des Fab Labs, sachant que Toulouse est une ville qui a été labellisée Fab City. Agnès Gagneux, bonjour. Bonjour. Donc, tu es gérante et cofondatrice de la SIC, les Imaginations Fertiles. Oui, absolument. Donc tu fais partie de l'organisation de cette étape. Merci pour nous accueillir. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le fonctionnement, l'organisation des Imaginations Fertiles ? Alors les Imaginations Fertiles, effectivement, c'est une société coopérative d'intérêt collectif et on est situé, on gère et on anime un tiers-lieu à Toulouse qui est situé dans le quartier du Grand Mirail, à Bellefontaine, dans un quartier prioritaire. Et donc notre structure est composée d'une 60aine de sociétaires qui sont des personnes physiques, mais beaucoup de personnes morales, beaucoup de structures de l'économie sociale et solidaire qui sont regroupées en différents collèges. Donc on a un collège de résidents qui sont plutôt les gens qui sont résidents de notre tiers-lieu. On a beaucoup de partenaires avec qui on travaille sur tout un tas d'actions à impact. Et puis ensuite on a un collège de salariés qui commence à devenir plus important puisque maintenant on est 11 salariés aux Imaginations Fertiles. Donc voilà. Et on a un collège de fondatrices parce qu'à l'origine des Imaginations Fertiles on était quatre femmes qui avons fondé le site et c'est vrai que c'est une structure qui a été créée en 2010 en format associatif et qui s'est transformée en SIC en 2013 et donc 10 ans après, quasiment 10 ans après, le collège des fondatrices il va peut-être évoluer puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont œuvré sur ce projet et donc on est en pleine réflexion sur la gouvernance des Imaginations Fertiles. D'accord. Voilà. Et les activités au quotidien, les missions principales de la SIC ? Alors nous on a 3 grands piliers d'activité. On a un axe location d'espace et mutualisation de moyens pour des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc on a géré un site qui était situé en hypercentre de Toulouse pendant 7 ans et on a déménagé en quartier prioritaire. Donc là on est en plein changement d'échelle puisqu'au départ on avait un site qui était grand parce qu'on avait une halle et qu'on avait des ateliers, mais vraiment la partie bureau était plus restreinte. Et là, notre nouvel espace fait 3000 m². Il a été monté avec l'appui d'une foncière éthique à Toulouse qui a investi dans le projet. Et donc, à horizon 2023, on va gérer un site qui va faire 3000 m² avec beaucoup de structures et plus de 200 salariés de ces structures qui vont travailler au quotidien. Donc ça, c'est un gros axe de nos activités, c'est la gestion des espaces de travail, la location et puis des espaces de coworking, des espaces événementiels. Donc voilà. Et comment la SIC se positionne sur le territoire en interaction avec les différents acteurs ? Alors déjà là c'était un premier champ d'activité. Ensuite on travaille sur la partie animation des coopérations au sein du tiers-lieu mais à l'échelle de la métropole de Toulouse aussi, on coordonne les actions d'un collectif qui s'appelle Toulouse Impact et donc on a beaucoup on gère beaucoup d'activités, beaucoup de temps de concertation, de réunions, de rencontres entre ces acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais aussi en embarquant des grandes entreprises, des collectivités territoriales sur ces temps forts. Et notre dernier champ d'activité, c'est une partie plus accompagnement de projets. Donc on est fabrique de territoire, on accompagne beaucoup de projets de tiers-lieux à se monter à l'échelle de la région Occitanie. Voilà, donc ça c'est un peu les activités des Imaginations Fertiles avec une forte dimension de design et design de service. On gère aussi le
laboratoire des usages de la métropole de Toulouse en partie. Donc c'est beaucoup d'activités. Plein d'interconnexions avec tous les acteurs et notamment avec le monde des Fab Labs, des makers. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Alors, dans notre premier lieu, on était colocataire du premier Fab Lab français qui s'appelait Artilect. Et dans notre nouveau lieu, on a monté nous-mêmes un atelier partagé qui a été monté avec d'autres structures comme Amae, le Rose Lab et puis Makers & Co. Et donc c'est vrai qu'on on est manufacture de proximité, donc on est en lien étroit avec des Fab Labs. Et c'est vrai qu'on a toujours eu à cœur d'avoir des activités de production au sein de notre lieu et des activités plus de service. Voilà. Donc ça nous semble une façon de générer des rencontres innovantes et qui génèrent beaucoup de choses. Voilà, d'avoir ce type. Donc là, les grands sujets du moment, c'est la gouvernance, la réorganisation, le nouvel espace. Absolument, il y a beaucoup de grands sujets. Les perspectives à 5 ans, le grand chantier prioritaire, ça ressemble à quoi ? À 5 ans, c'est vraiment arriver à avaler cet énorme espace qu'on aura demain, avoir un atelier partagé et des ateliers d'artisans qui vont travailler tous ensemble au service du territoire, et on a des gros enjeux sur le territoire du Grand Mirail. Donc on est un tiers-lieu qui se positionne sur la question de l'insertion sociale, de l'entrepreneuriat, de l'emploi, et on a vraiment un enjeu fort à faire se rencontrer des entreprises et les habitants du quartier pour que notre lieu n'ait pas juste un impact d'innovation sociale, mais aussi est un impact fort pour les habitants du quartier du Mirail. Et après, c'est vrai que là, on a lancé notre atelier partagé, donc c'est un gros enjeu pour nous. Voilà, beaucoup de choses, beaucoup de choses à faire. D'accord, on vous souhaite plein de succès. Merci. Merci Agnès. Merci à vous. Bonjour David Alexandre Lebris. Bonjour. Tu es co-directeur du 100e Singe. C'est ça. Qui est un tiers-lieu agroécologique qui est organisé en archipel, mais tu vas nous en dire un petit peu plus, en périurbain autour de Toulouse. Donc, comment le tiers-lieu est né et comment il est structuré ? Alors, comment le tiers-lieu est né ? C'est parti d'une idée, l'idée d'Amandine Largeau, en 2015. L'objectif, en fait, c'est à partir d'un lieu qui nous était mis à disposition par un propriétaire privé qui comptait une bâtisse de 400 mètres carrés et 5 hectares de terre. L'idée, c'était de valoriser ces espaces-là qui nous étaient mis à disposition pour les mettre à disposition du plus grand nombre, pour pouvoir participer à impulser le développement d'un maximum d'activités qui participent à la transition sociétale. Avec du coup un gros pan aussi d'activités agricoles. Voilà, moi j'ai rejoint du coup à l'époque, moi j'ai rejoint en 2016, il y avait 13 personnes du coup qui s'étaient réunies autour de cette vision initiale, et ça s'est structuré avec une association au démarrage, et puis ça a évolué chemin faisant vers là actuellement une société coopérative d'intérêt collectif qui a aussi la fonction de coopérative d'activité et d'emploi pour pouvoir proposer ce service-là des CAE dans le domaine agricole aussi, parce que du coup en France, il y en a, ça se compte sur les doigts de deux mains, le nombre des coopératives d'activité et d'emploi dans le domaine agricole. C'est assez complexe à gérer. Voilà. Et quand on dit structuré en archipel, c'est combien de sites et pourquoi avoir choisi une configuration comme celle-ci ? En fait, pour développer, pour mener des activités de production agricole, on a besoin de terre. Et du coup, si on veut impulser le développement d'un maximum de nouvelles activités, de nouvelles installations, reprises d'activités agricoles, en fait, il faut être à plein d'endroits différents. Du coup, nous, l'objectif, c'est de travailler les problématiques spécifiques du périurbain aussi, parce que du coup, on ne rencontre pas exactement les mêmes enjeux quand on est en territoire rural. Et après, dans le milieu urbain, on peut difficilement mettre en œuvre des activités de production qui rémunèrent le producteur parce que les échelles ne sont pas assez importantes en termes de terre. Et donc, on a choisi ce fonctionnement-là parce que c'était juste une évidence. On ne pouvait pas travailler
Au démarrage, on a démarré avec un lieu test aussi du coup parce que une de nos activités, c'est de porter l'activité de personnes qui sont en reconversion professionnelle dans le domaine agricole en leur mettant à disposition une surface foncière, du matériel de production et un accompagnement adapté sur jusqu'à 3 ans, on peut faire ça. Un lieu, ça suffisait pas, quoi. Donc on s'est développé en archipel, l'objectif étant de générer un maximum de possibilités de coopération, mutualisation de moyens tout autour de Toulouse. D'accord. Pour que à la fois participer à la recréation d'une ceinture maraîchère comme il y avait il y a longtemps tout autour des villes, Ouais. et que cette ceinture maraîchère là soit la plus coopérative, collaborative, parce qu'on ne peut pas faire de l'agriculture tout seul, quoi. Enfin, ouais. Et économiquement, sont les activités agricoles qui permettent d'avoir une stabilité, une certaine autonomie, les subventions, comment ça se répartit? Alors en fait, nous, l'activité agricole, finalement, on ne génère pas d'activité, nous, le Centième Singe, parce qu'en fait, on porte l'activité d'autres personnes qui, elles, produisent et vendent. C'est tout en bio, agroécologique, je ne le dis même pas parce qu'en fait, c'est juste naturel pour nous. Et en fait, leur activité leur appartient. Leurs dépenses, leurs recettes, c'est à eux. Leur résultat leur appartient. Nous, ils participent, ils payent une petite contribution pour l'ensemble des choses qu'on leur met à disposition, l'accompagnement, les éléments immatériels et les éléments matériels. Mais nous, en fait, l'activité, ce qui participe au modèle économique, c'est à la fois... nous, ce qu'on cherche à mettre en place, c'est un modèle économique hybride. Ouais. Ce qu'on cherche à atteindre, c'est un modèle qui soit plus dépendant des subventions. Donc ce qu'on cherche à atteindre, c'est plutôt un rapport 20%, 80%, 80% d'activité, 20% de subventions. À l'heure actuelle, on est autour de 60, 70 de sub, 30, 40 d'activité. Et voilà, ça évolue. D'inverser la tendance. Voilà. Et du coup, l'activité rémunératrice, si ce n'est pas la production, c'est quelle portion, enfin quelle activité? Alors, du coup, dans nos activités, il y a à la fois de la location d'espace, parce que du coup, on accueille des personnes, des entreprises et des associations qui œuvrent dans le domaine de la transition en résidence. On leur propose des bureaux. On a des espaces de formation, réunions qui peuvent accueillir aussi des séminaires d'entreprises ou de collectivités. Là, on a accueilli la région il n'y a pas longtemps avec des élus qui travaillent là. Donc ça, c'est de la location aussi de ces espaces-là. On dispense des formations aussi dans le domaine agricole, dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, sur la gouvernance. Et on fait de l'accompagnement aussi. Donc on accompagne pas mal de collectivités territoriales dans leurs projets de transition. Et ça participe aussi à la fois au modèle économique, et au développement en fait de l'activité, le développement de nouvelles possibilités d'installation pour les agriculteurs et agricultrices qu'on accompagne aussi. Donc ce que vous appelez chez Centième Singe la couveuse agricole, c'est ça, c'est cette mise à disposition de terre pour amorcer une activité agricole. C'est ça. Ok, avec la formation, l'accompagnement qui va bien. Exactement. Et ça en fait, ce système-là, on ne l'a pas inventé. Ça a été développé par des précurseurs là, qui ont créé le réseau national des espaces tests agricoles, le RENETA, qui nous a donc énormément inspiré et dont les personnes qui font vivre ça sur toute la France, c'est une 50aine d'espaces tests agricoles, nous ont permis en fait d'aller beaucoup plus vite dans la possibilité de mise en œuvre de ça. Et c'est un réseau dont on est membre aussi, administrateur, qui a un réseau national de partage de pair à pair qui permet aussi vraiment de faire évoluer tout ça sur le territoire national. Et le principal indicateur d'impact auquel vous vous référez, est-ce que c'est le nombre de personnes accompagnées? Est-ce que c'est la superficie développée? Ce serait quoi? Pour nous, on considère qu'on a réussi notre travail quand les personnes qui ont été accompagnées ont maîtrisé leurs risques. C'est-à-dire que, par exemple, dans le domaine agricole, ce n'est pas les seules activités qu'on accompagne, mais si on se focalise sur celles-ci, les gens qui s'installent seuls prennent de gros risques. Il faut porter des investissements, donc il faut investir. Donc souvent, ils vont dépenser tout leur pécule sur des terres auxquelles ils ont accès, parfois, même souvent de manière précaire, avec un statut précaire, avec un manque d'expérience. Donc en fait, voilà, tout ça, ça fait qu'il y en a beaucoup
qui se cassent la figure avec une casse sur la vie familiale, avec plus de trésor et tout ça, plus d'argent. Et ça c'est un grand désastre pour nous parce que c'est énormément de belles énergies qui sont perdues, quoi. Et donc nous on va considérer que notre travail dans ce domaine-là, par exemple, il est réussi. Si la personne s'installe et qu'elle s'installe dans des très bonnes conditions, avec une activité viable et qu'elle est encore là 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, là on est content, on est ravi. Si la personne réoriente son projet, on est ravi. Sur des activités de transfo ou de vente. Et si la personne arrête, eh ben on est ravi aussi parce qu'en fait elle arrêtera elle aura appris plein de choses et elle n'aura pas pris de risques énormes, quoi. Et en 6 ans, combien d'exploitations ont été accompagnées à la création ? Bah là, actuellement, donc on a 10 personnes en test d'activité, principalement en maraîchage. On en a aussi, il y a une personne, Margot, en aquaponie. Après, sur les systèmes maraîchers, ils sont tous sur des activités diversifiées avec des spécificités. Et il y a aussi Camille et Cécile qui sont en production de fleurs coupées biologiques. Ça marche du tonnerre. Et du coup, sur la totalité des personnes accompagnées, à l'heure actuelle, maintenant, on a une vingtaine de personnes qui ont été accompagnées. D'accord. Et là, d'ici la fin de l'année prochaine, on devrait être à autour de 20 personnes en constant en test d'activité agricole. Et vous entretenez quelle relation avec l'intercommunalité et les communes des alentours ? Eh ben, des très bonnes relations qui se tissent au fil du temps. Donc là, aujourd'hui, notre site actuel est sur la commune de Castanet-Tolosan, commune avec laquelle on est en très bonne entente. On les accompagne aussi sur leurs projets de transition agricole. On travaille avec la commune de Ramonville-Sainte-Agne sur le projet sur la future implantation sur la commune de Ramonville. Donc en partenariat, on envisage même de monter une société coopérative d'intérêt collectif ensemble, dans laquelle sera la mairie et nous on sera, pour mettre en œuvre le nouveau site sur 7 hectares et du coup avec le bâtiment qui permettra de porter toutes les activités. L'agglomération sur laquelle on est, le Sicoval, on est en phase de conventionnement avec eux. On est aussi en conventionnement de toute façon avec eux dans le cadre du plan de relance pour développer un certain nombre de choses sur le territoire. On est en convention avec Toulouse Métropole aussi pour mettre en œuvre le test d'activité sur leur territoire. Et on accompagne 4 communes du territoire de Toulouse Métropole aussi à l'heure actuelle avec Terre de Liens Midi-Pyrénées, le réseau Cocagno de Garonne, Biarritz-Garonne, l'ADR 31. Qui font partie, en fait, on a créé un collectif ensemble qui s'appelle Nourrir la ville pour participer aussi au changement d'échelle de la production biologique, principalement maraîchère autour de tout. Ouais, donc c'est un vrai travail de synergie avec les communes pour un projet de territoire d'avenir. Absolument. Et aussi avec le Murtin, en fait, là on est sur l'agglomération du Murtin et la commune de Pinsaguel, effectivement, enfin voilà, faut pas oublier, on est à Pinsaguel là. Donc on entretient aussi des très bonnes relations avec la commune de Pinsaguel et on a un site de test d'activité, là juste à côté du château où on est aujourd'hui, en lien avec la commune et le poisson maraîcher qui sont des agriculteurs qu'on a accompagnés aussi un peu dans leur installation. Et on a là Guillaume et Margot qui sont en test d'activité sur cette ferme. Très bien, merci beaucoup David Alexandre et merci de nous recevoir. Eh ben, avec grand plaisir. Antoine Ruiz-Corletti, bonjour. Bonjour, salut Mickaël. Tu es cofondateur et directeur de Rose Lab. Tout à fait. Et très impliqué avec plusieurs casquettes à l'échelle aussi bien nationale que régionale, dans différents univers autour du monde des makers, notamment des Fab Labs, des tiers-lieux aussi. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer déjà selon toi, parce que j'imagine qu'il peut y avoir plusieurs définitions, ce qu'est un maker? Alors qu'est-ce que c'est qu'un maker? Donc déjà j'ai mis longtemps à trouver la bonne définition, mais ça serait pour moi quelqu'un qui fabrique par lui-même, avec les autres, et peut-être surtout avec les autres, et qui va se déclarer maker. Ce qui va changer par rapport à un boulanger qui va partager, il va fabriquer par lui-même, il va le partager avec d'autres, mais il ne va pas se le déclarer. Donc c'est ça un maker pour moi. Et donc le maker travaille souvent au sein d'un Fab Lab. Et là, un Fab Lab et les réseaux des Fab Labs en France, aujourd'hui, ça a quelle dimension, comment ça s'organise?
Alors, on va souvent retrouver des makers, des fabricants, des faiseurs dans les Fab Labs ou ce qu'on appelle de plus en plus des espaces du fer, à la fois des Fab Labs, makerspace, ateliers partagés. Donc, c'est des espaces où on va pouvoir fabriquer presque tout et passer de l'idée à l'objet. Comment ça structure maintenant, donc comme tu le disais, il y a à la fois des réseaux nationaux, des réseaux locaux. On travaille beaucoup sur fabrication locale et globalement connectée. Ouais. Donc ça représente à peu près, alors j'ai plus les scores en tête, mais c'est plusieurs milliers à l'échelle mondiale de Fab Labs. Donc ils sont labellisés ou répondent à une charte déposée par le MIT. Donc là c'est plusieurs milliers, je ne sais pas exactement le chiffre, je sais qu'en France il y en a énormément, il y en a au moins 800. Et tout ça sont en réseau, notamment au RFF Lab, le réseau français des Fab Labs et espaces du fer. À l'échelle Occitanie, ça s'appelle le Red Lab, où après on a aussi les concepts de Fab Région et de Fab City. Donc on va retrouver par exemple les techniques d'impression 3D, mais pas seulement. C'est un ensemble de techniques autour du fer. Ça va être tout ce qui va être la fabrication partagée. Donc on va retrouver de l'artisanal, donc savoir utiliser un rabot de bois, etc. Du conventionnel avec l'électroportatif, perceuse visseuse, poser une plâtre. Tout comme après et surtout de la fabrication numérique qui permet de démocratiser auprès de tous la fabrication des fraiseuses numériques, de l'impression 3D, des coupes laser, enfin tout ça qui sont pilotés par des ordinateurs. Et dans un esprit tout ça inspiré du monde de l'open source, avec une mutualisation de ce qui fonctionne, des améliorations pour repartager au sein du réseau. Bah, ça qui va être bien avec les fichiers, et même quand on fait de la fabrication artisanale, on va essayer de le documenter. Donc on va quand même le mettre sur un ordinateur, essayer d'expliquer notre pratique, à la fois le fichier technique, comment j'ai assemblé, quel trou j'ai utilisé, etc. Quelle machine, et après je vais expliquer aussi toute ma démarche et je vais pouvoir le partager à l'autre. Et par exemple, si je prends un exemple qui devient assez connu, c'est le mobilier du mois de la fabrication distribuée, où ce qu'on a fait pendant le Covid, on a produit un objet, donc soit des visières ou un meuble, on l'a documenté, on a partagé le fichier technique et quelqu'un par exemple de Toulouse l'a fait et je l'ai repartagé à quelqu'un de Paris et pourquoi pas après aussi de partout dans le monde. Finalement, c'est un peu comme ce qui a révolutionné le monde des supercalculateurs à partir du moment où il y a eu des réseaux distribués où chacun pouvait mettre sa puissance de calcul avec son ordinateur à disposition. Ça a augmenté les capacités. Là, c'est un peu la même chose avec l'intelligence collective des réseaux Fab Labs. Exactement, et après ça fait qu'un fichier il va être itéré ou réparé ou assemblé. D'un coup c'est une infinité de possibles qui va venir co-construire l'objet avec moi. Par contre là où on va être important, c'est que on va toujours être attaché à notre territoire, aux besoins de qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qui va se retrouver, quelle problématique de mon côté, et après je vais pouvoir utiliser une puissance et des fichiers, des ressources qui viennent d'ailleurs. Et alors, donc l'activité que tu diriges, Rose Lab, quel est son quotidien et sa mission première ? Alors notre quotidien il est ultra divers, on fait plein de trucs. Après nous ce qui va être vraiment notre quotidien c'est de faciliter les connexions. Faire ensemble c'est pas si évident que ça, il y en a certains qui sont timides, d'autres qui parlent trop, d'autres qui n'ont pas toutes ces habitudes que nous on peut avoir, donc nous on va faciliter des connexions. Bah salut Byron, je te présente Emily, pourquoi pas faire ensemble, ou après être la bonne porte d'entrée, t'as tel problème, pourquoi on n'irait pas sur tel forum, ou demander à telle personne, et souvent on va se connecter avec des gens en Occitanie ou des gens de partout en France pour aller plus loin. Et nous, c'est ça notre premier travail. Et là, ça va prendre ce côté facilitation, à la fois avec des entreprises, des artisans, et on va fabriquer ensemble. Vous êtes implanté où Alors nous, on est situé à Toulouse, à Montaudran, qui est un quartier, c'est le quartier de l'innovation et de Toulouse. Bon, c'est un quartier de Toulouse. Un Fab Lab de quelle superficie ? On a 800 mètres carrés. Et après, le lieu où on est, c'est à peu près 13 000 carrés, ça s'appelle La Cité. Et donc c'est un magnifique lieu, c'est les anciennes halles Latécoère. Donc c'est là où on fabriquait les premiers prototypes d'avions. Après ça a été les usines Air France, donc pour de la réparation. Et après tout un centre de graphes. Et maintenant nous qui fabriquons plein de choses. Très bien. Et la ville de Toulouse, c'est une ville qui a été parmi les premières à se lancer dans cette dynamique Makers, qui a été labellisée Fab City. Tu peux nous expliquer ce qu'est une Fab City et là aussi quelle est la dynamique des réseaux de Fab City ? Alors déjà pour ta première question, oui Toulouse, enfin après je suis un peu chauvin mais c'est le berceau du mouvement Maker en France. En gros le premier Fab Lab labellisé par le MIT il est à Toulouse, ça s'appelait Artilect en 2009. Mais même avant en fait il y a toujours eu une relation un peu entre le milieu underground, le milieu artisanat, le milieu plutôt industriel et une façon de faire ensemble, en gros un Fab Lab. Ensuite, en 2016, on part en Chine avec le réseau des labs toulousains plus Toulouse Métropole et obtenir un label qui est la Fab City. Qu'est-ce que c'est que la Fab City ? C'est comme un Fab Lab mais à l'échelle d'une ville. C'est comment on met en connexion tous ceux qui fabriquent
tous ceux qui vont consommer aussi. Et on va essayer de rendre notre ville fabricante, autosuffisante sur certains domaines. Alors c'est presque une utopie, mais ça va nous guider. Par exemple là on est sur des sujets de réparation, ça fait 2 ans qu'on est dessus. On fait de la formation sur de la réparation, on met au défi des lieux à réparer, on fait connaître aux citoyens la possibilité de plutôt réparer que jeter. Et ça on va le faire tous ensemble, c'est à peu près une 60aine de membres, plus la collectivité qui vont essayer de poser une feuille de route sur une fabrication partagée et une consommation, plutôt une consommation sur l'échelle de la ville. Et par rapport à tout ce qui a déjà été réalisé dans cette dynamique de Fab City, à 5 ans, ça pourrait amener quel changement dans la ville ? Alors, et c'est là où on intervient sur le globalement connecté, donc c'est produire localement, donc répondre aux besoins territoriaux et être globalement connecté. Et donc c'est là où c'est la puissance d'un réseau. Tout ce qu'on va produire ici, à Toulouse, on va peut-être le retrouver à Brest, on va peut-être le retrouver à Bali, qui est aussi une Fab City, ou dans la Fab Région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est là la force. Et donc dans 5 ans, ce que je pense, c'est qu'on n'aura peut-être pas réussi l'utopie d'être autosuffisant, mais par contre, on aura amorcé plein de choses. Et peut-être que je vais plus réparer que jeter mes objets. Je vais plus me faire confiance pour fabriquer des choses. Et surtout, je ne serai pas seul. Il y aura toute une population qui va penser à ça. Et on va essayer de créer une ville différente et qui est à la fois riche de ses ressources déjà intrinsèques, mais aussi de tout ce qui peut y venir. Parce que finalement, il y a les initiés, tous les acteurs qui sont actifs dans cet écosystème, et puis le reste des citoyens qui n'a pas forcément encore une perception dans son quotidien. Ça, ce point de bascule qui ferait que c'est finalement toute la ville qui en percevrait les changements. Tu penses que ça peut intervenir sur une échelle de 5 à 10 ans ? J'en suis persuadé, c'est pas pour rien qu'il y a autant de tiers-lieux qui émergent de partout, c'est qu'il y a un besoin quand même de se ressaisir des choses. Et on le voit à la fois dans les collectivités, que ce soit des élus ou des opérateurs, des agents, on va le retrouver chez les entreprises et chez les citoyens. Donc déjà il y a une émanation citoyenne qui apparaît de partout. Donc tous ces lieux-là deviennent des portes d'entrée pour tout le monde, qui vont représenter d'autres communautés, etc. Et tous ces lieux et ces personnes qui composent ces lieux sont en train de fabriquer autre chose. Donc c'est tout le mouvement de l'économie participative qui est peut-être plus large encore que les Fab Labs, mais en tout cas ça s'intègre complètement dedans. Et la fabrication distribuée, tu viens déjà un petit peu d'y répondre, mais par rapport à l'industrie traditionnelle, est-ce qu'il y a déjà aujourd'hui des ponts étroits? Est-ce que ça fonctionne en parallèle? Nous, au Rose Lab, notre spécialité, outre le fait de ce que je disais, ultra divers, c'est d'être le trait d'union entre ceux qui fabriquent de l'objet plutôt sur un objet unique et des industriels qui, eux, vont penser la série. L'industriel, lui, il a besoin de retourner à plus d'agilité, de produire, de savoir produire sur une réponse à un besoin, à se montrer agile et à être innovant. Tandis que l'artisan, lui, il a besoin de comprendre aussi tous les bons process de l'industriel. Nous, ce qu'on pense, et je pense que c'est pour ça qu'il y a une solution d'ici 5 ans, il y aura encore plein de choses, c'est qu'on est de plus en plus inclusif. Et donc c'est l'idée, dans l'industriel, il doit y avoir des bonnes choses et des mauvaises choses. Chez l'artisan, c'est la même chose. Et une fois qu'on arrive à faire ça, c'est la fabrication distribuée. Comment je peux produire un objet qui va être mis en série à travers le monde, tout comme le réadapter par chez moi et répondre à mes besoins. D'accord. Bon, on va suivre ça de très près en tant que consommateur citoyen et peut-être demain tous makers. Tout à fait. Merci Antoine. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Merci à toi. Bonjour François Herbel. Bonjour. Alors tu as 2 casquettes, tu es président d'AMAE, qui est atelier de menuiserie associatif et expérimental, et également directeur, coordinateur de ABA, atelier bois associatif. Tu peux nous expliquer quelle est la distinction entre les 2 structures ? L'idée, c'est d'avoir dans tous les cas une activité autour de l'atelier associatif de menuiserie, du coup. Et on a souhaité séparer, du coup, une activité plutôt autour de l'insertion professionnelle ou de la pré-insertion professionnelle, qui est en train de basculer, du coup, sur l'association ABA. Donc, c'est vraiment comment faire vivre des expériences professionnelles aujourd'hui principalement à des jeunes orientés par les clubs de prévention spécialisés de la métropole toulousaine. Donc travailler plutôt sur le rapport au travail, donc autant sur des savoir-être de base du coup, que après sur des éléments très techniques en fonction des chantiers qu'on peut mettre en place, principalement autour du travail du bois, mais après aussi potentiellement sur d'autres supports. Donc c'est une activité du coup qui est plutôt
orienté aussi sur se confronter à des logiques de production, se confronter à une manière de se présenter du coup sur des entretiens d'embauche, voilà, et jouer du coup autour de ces éléments-là. Et à côté du coup, on a souhaité permettre que tout un tas de personnes d'horizons très différentes du coup puissent découvrir le travail du bois en sécurité sans être forcément dans cette logique d'insertion professionnelle ou de pré-insertion professionnelle. Ouais. Et donc de pouvoir mettre en place des formations de loisirs, de pouvoir mettre en place des interventions dans les écoles, donc de pouvoir faire aussi que des gamins très jeunes du coup puissent utiliser une visseuse, des choses comme ça. Et donc de pas avoir exactement les mêmes objectifs du coup là-dedans, mais l'idée c'est toujours de faire que chacun soit en capacité d'utiliser des outils, de libérer leur capacité à faire et du coup de libérer leur imaginaire aussi du coup avec ces supports-là. Donc voilà, vraiment une partie très orientée insertion et une partie très éducation populaire du coup autour des métiers de la construction, principalement bois. Et l'atelier, il est implanté au sein du tiers-lieu les imaginations fertiles qui co-organisent l'étape de la tournée aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que l'atelier a été implanté au sein de ce tiers-lieu? Alors on a aujourd'hui 3 ateliers, dont celui du coup qu'on est en train de mettre en place du coup à Bellefontaine avec les imaginations fertiles et une autre structure qui s'appelle Makers & Co. L'idée du coup c'est de pouvoir avoir dans tous les cas des ateliers un peu gros du coup qu'on a du mal à avoir aujourd'hui parce que l'accès au foncier est quand même compliqué, mais de rapprocher du coup les ateliers de là où les gens habitent du coup, et de se dire qu'il n'y a pas un endroit du coup centralisateur mais plutôt du coup des dynamiques à créer en fonction des lieux de vie du coup des uns et des autres. Donc le fait d'être à Bellefontaine avec les imaginations fertiles, c'est vraiment l'idée de pouvoir être sur un quartier défini comme prioritaire dans le cadre des orientations de la politique de la ville. Pour nous, du coup, il y avait une opportunité dans tous les cas d'avoir un atelier, même si c'est un petit atelier aujourd'hui d'une 60aine de mètres carrés. Donc, avant tout, c'est le fait déjà d'accéder à un local. Le deuxième élément du coup qui est arrivé assez vite, du coup, c'est bien qu'on arrive dans un écosystème, dans une logique de coopération avec donc Makers & Co qui est plutôt sur des logiques d'utilisation de machines à commande numérique, du coup, donc des compétences du coup que nous on n'a pas au départ, quoi, du coup, donc, de se dire qu'il y a bien des échanges qui se font entre des machines traditionnelles de menuiserie et des pratiques de production du coup qui évoluent du coup avec les avancées technologiques sur les nouveaux types de machines du coup qui se mettent en place, et les imaginations fertiles du coup plutôt sur une logique aussi de lien entre des questions de design, de conception du coup, et comment est-ce que du coup le lien peut se faire du coup entre cette question de design et de fabrication du coup dans ce cadre-là. Et la taille de l'équipe, c'est 5 salariés répartis sur les 2 associations. Ouais, on est 5 salariés aujourd'hui, plutôt donc sur une équipe assez mixte. Du coup, on est 2 hommes, 3 femmes. Donc aussi du coup sur une importance pour nous de se dire que les rôles techniques dans tous les cas ne sont pas genrés. Du coup, 5 personnes donc, du coup, qui ont toutes des compétences techniques autour du travail du bois, mais aussi autour de la maçonnerie, de la réparation de vélo, donc qui ne sont pas directement dans notre cœur d'activité, mais ça veut dire du coup que on a tous aussi du coup une manière de raisonner du coup qui est aussi liée à des choses très pratiques du coup plutôt qu'à des choses conceptuelles. Donc c'est une équipe qui grossit doucement du coup. L'enjeu c'est de venir jusqu'à maintenant dans tous les cas développer de l'activité, voir comment du coup ce qu'on commence à mettre en place peut laisser émerger du coup une activité plus importante, mais du coup aujourd'hui sur 5 personnes qui sont très complémentaires et avec une manière dans tous les cas de chercher à co-porter le projet du coup aussi à 5 et d'être sur quelque chose de moins hiérarchisé du coup de ce qui peut se faire dans l'économie classique du coup voilà, et d'essayer de faire qu'à plusieurs cerveaux du coup généralement on est quand même un peu moins con que si on a un seul cerveau, quoi. Ça peut aider. Voilà. Et combien de jeunes ont été, ou par exemple chaque année, combien de jeunes sont accompagnés?
Sur le bilan 2021, on est à de tête 137 jeunes du coup qui ont été accompagnés sur différents temps de chantiers éducatifs de préinsertion. Ouais. Donc avec des groupes qui peuvent être très différents, soit des fois des tout petits groupes et des fois on peut monter jusqu'à 6-8 du coup voire 10 en fonction des types de chantiers qu'on met en place. On est plutôt du coup sur dans tous les cas une logique de permettre que ces expériences-là, elles se fassent du coup, qu'il y ait le plus de jeunes possible du coup qui puissent faire ces expériences-là. Pas tant pour faire de la quantité du coup, mais vraiment se dire que pour chaque personne du coup qu'on accueille, il y a bien quelque chose de singulier qui se met en place. On est bien sur une manière de venir définir des objectifs individualisés pour chacun, donc de mettre en place du coup en amont de l'atelier en tant que tel, des moments de rencontre en amont, de venir voir comment chacun se présente, où est-ce qu'ils en sont dans leur parcours, et d'essayer à partir de ça de voir c'est quoi les enjeux qui doivent se travailler avec eux. Est-ce que le fait ne serait-ce que déjà d'être là à l'heure du coup sur un atelier, est-ce que déjà il faut pouvoir travailler là-dessus, ou est-ce qu'on est vraiment sur de l'acquisition de compétences techniques plus précisément. Donc on essaye du coup de construire du coup chaque accompagnement en fonction de ce qu'on repère du coup et qu'on essaye de co-construire du coup sur ce premier temps d'échange. Et on travaille beaucoup du coup aussi après avec eux sur la manière de pouvoir parler du coup de leur expérience professionnelle. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire, il faut aussi du coup, on voit bien aujourd'hui, être en capacité de présenter, d'expliquer du coup ce qu'on a fait. Et donc du coup on travaille beaucoup sur et le temps de l'atelier du coup, que chacun puisse dire ce qu'il a fait, qu'il y ait une manière du coup de venir décrire les choses, pas simplement j'ai coupé, j'ai lissé, mais bien du coup c'est quoi le contexte, à quoi ça sert du coup mon intervention, pourquoi on fait ça, comment est-ce que du coup on doit s'organiser, et en bout de course du coup qu'est-ce que j'ai fait du coup plus précisément, quelle machine j'ai utilisée, mais du coup de s'approprier du coup l'ensemble du processus productif aussi, et d'être en capacité du coup sur un moment de bilan en fin de chantier éducatif, d'expliquer du coup tout ça aux prescripteurs, potentiellement aux autres partenaires, type mission locale, PJJ, aide sociale à l'enfance, pour se dire qu'une fois qu'on a un peu malaxé ça du coup dans sa bouche, c'est quand même un peu plus facile de pouvoir présenter ça du coup après aussi lors d'un entretien d'embauche, dans tous les cas de venir travailler le fait de se sentir légitime dans tous les cas autour de ces explications-là. Sur les chantiers en eux-mêmes, comment ça se passe avec les entreprises du BTP en termes de relations, de coordination? Alors on a vraiment différents types de chantiers, donc vraiment une bonne part du coup autour du travail du bois, mais on développe du coup une activité principalement aujourd'hui sur outiller techniquement le développement de l'économie circulaire dans le secteur du bâtiment. Donc c'est de se dire, il y a la loi AGEC du coup qui est venue imposer un certain nombre de choses sur un cadre légal, l'obligation de venir faire des diagnostics PEMD, en gros de voir quelles sont les ressources qui pourraient re-rentrer dans le circuit et ne plus être considérées comme un déchet. Mais du coup il faut bien à un moment donné qu'il y ait du monde qui puisse intervenir, déposer du coup proprement du coup ces matériaux de réemploi, pour du coup qu'ils puissent après rentrer dans une filière de réutilisation ou de réemploi, soit du coup nous directement sur les ateliers, soit du coup de pouvoir être cédé du coup notamment à des ressourceries du bâtiment. Donc le lien du coup dans ce cadre-là, il peut être de différentes manières. C'est-à-dire que soit du coup on peut être complètement dans une logique de se dire nous il y a des matériaux du coup qui peuvent nous intéresser, donc comment est-ce que du coup on peut récupérer du coup des éléments qui nous intéressent. Aujourd'hui on est plutôt sur trouver les modalités d'intervention et qui font bouger un peu les lignes. C'est-à-dire que soit du coup d'intervenir sur un chantier éducatif de préinsertion comme prestataire classique, de se dire on a tel objectif de récupération et on vient définir que en 1, 2, 3, 4 semaines du coup on doit récupérer des éléments de couverture, de charpente, de menuiserie intérieure, extérieure, électricité, plomberie, chauffage. Mais aussi du coup se dire que
aujourd'hui, cette activité, du coup, elle permet de découvrir un certain nombre de métiers autour des éléments de récupération là, dont j'ai pu parler. Et donc, c'est une manière de venir se tester. Du coup, je prends l'exemple souvent, mais de jeunes qui veulent se diriger vers la plomberie, du coup, et qui à un moment donné sont obligés de se mettre sous un lavabo, de démonter la robinetterie, il y a de la flotte qui coule, et du coup, voilà, c'est un peu dégueulasse. Hein, voilà, potentiellement, on peut être trempé, donc il faut organiser son poste de travail. Et du coup, à partir du moment où on voit bien du coup que ces jeunes-là se retrouvent aussi dans ces postes de travail, ça vient aussi légitimer le fait après qu'ils puissent s'orienter sur de l'apprentissage. Voilà, ils sont venus se confronter dans tous les cas à une réalité réelle. Donc le fait de venir découvrir du coup un certain nombre de métiers, il faut qu'on arrive à faire qu'on arrive nous économiquement dans tous les cas à faire payer ce temps de travail. Ce temps de travail sur l'encadrement, mais aussi du coup le temps de découverte du coup des jeunes qui souvent du coup avec nous sont ont plutôt une bourse éducative, mais qui peuvent aussi être salariés du coup ponctuellement. Donc on est en train de voir comment ce nouveau type d'activité du coup peut rentrer dans les clauses sociales notamment du coup, c'est-à-dire que dans le bâtiment notamment il y a beaucoup de clauses sociales, donc le fait de la commande publique ou privée qui vient dire on veut dans tous les cas que sur ce chantier du coup il y ait un certain nombre d'heures d'insertion du coup qui soient faites. Du coup, ça se fait beaucoup du coup sur des éléments du coup de seconde œuvre du coup, mais jusqu'à maintenant du coup peu sur tout ce qui est démolition du coup, ce qu'on appelle la déconstruction. Et du coup cette manière de venir développer une activité autour de la dépose en vue de réemploi, elle laisse émerger du coup le fait qu'il y ait des marchés réservés, qu'il y ait des clauses sociales du coup pour permettre du coup ce type d'intervention. Donc on est vraiment en train de venir tester des choses. On a fait aujourd'hui on a répondu du coup en sous-traitance du coup à un marché du coup avec cette mission de clause sociale. Donc ça veut dire qu'on travaille du coup dans ce cadre-là avec une association intermédiaire pour embaucher les jeunes. Et donc du coup on essaye toujours de trouver le bon équilibre entre l'aspect technique du coup et le sens qu'on veut porter du coup sur ces aspects insertion du coup. Bien évidemment autour d'une activité du coup très à fort impact écologique, puisque du coup tout ce qu'on ne met pas à la benne, dans tous les cas, évite du coup la production d'émissions de gaz à effet de serre. Du coup, donc ça veut dire que non seulement il y a l'enjeu de l'employabilité, de la création d'emplois, d'insertion professionnelle des jeunes, et en même temps l'accompagnement des filières, notamment du BTP, vers des modèles d'économie circulaire. On en est encore un peu au début du coup sur ces émergences de filières, mais il y a évidemment du coup des questions très politiques. C'est-à-dire que est-ce que l'enjeu du coup il est juste de venir quantifier un chiffre d'affaires du coup qui reviendrait du coup au réemploi, ou est-ce qu'on est vraiment sur le fait de venir outiller du coup micro-filière par micro-filière du coup qu'est-ce qu'on peut récupérer, de quelle manière du coup on trouve les évacuations du coup, l'utilisation aval du coup des matériaux qu'on récupère, c'est-à-dire qu'il suffit pas de récupérer les matériaux, il faut bien après du coup s'assurer du coup qu'ils sont bien qu'ils servent bien à quelque chose, du coup c'est pas avoir du stock pour avoir du stock. Donc on sent bien dans tous les cas que tout le secteur est un peu en train de bouger. Nous, ce qu'on essaye de faire dans ce cadre-là, c'est proposer dans tous les cas aux uns et aux autres de se dire il y a bien plusieurs enjeux du coup dans ce cadre-là. Évidemment que les entreprises, chacune des entreprises avec lesquelles on travaille ont des objectifs potentiellement très différents entre une activité très classique du coup de déconstruction avec des gros outillages mécanisés du coup. On sent bien dans tous les cas que ces gens-là qui ont de la pratique du coup ils sont aussi sensibles du coup à ce besoin du coup de venir sauver de la benne du coup ces matériaux-là. Donc on est sur un équilibre économique du coup et sur le fait de faire alliance du coup avec différents types de structures où on n'est pas forcément d'accord sur les objectifs de base, c'est-à-dire que nous on a un aspect très social du coup, mais qu'on sent bien du coup qu'il y a des alliés aussi qui sont sensibles du coup à ces questions-là. D'accord, très bien, merci beaucoup François. Avec plaisir. Bonjour Léa Carrien. Bonjour. Tu es chef de projet innovation chez Valdelia. Exactement. Et tu as une autre casquette également, coordinatrice de secondaire, mais on va en parler dans un instant. Valdelia, c'est une entreprise particulière en termes de statut juridique. Tu peux nous expliquer comment elle est gouvernée ? Oui,
Tout à fait. Alors, effectivement, Valdelia, on est un éco-organisme en charge de la collecte et la valorisation du mobilier des professionnels. Et donc c'est un peu spécifique juridiquement, puisqu'en fait on est une SAS mais à but non lucratif, puisque donc les personnes qui gouvernent l'entreprise, ce sont les metteurs en marché, donc les fabricants, les distributeurs ou agenceurs de mobilier professionnels, qui en fait sont responsables de par le système des responsabilités élargies du producteur, qui sont responsables en fait de la fin de vie de ce qu'ils mettent sur le marché. Donc le principe faisant qu'ils vont s'agglomérer autour d'un éco-organisme. Et donc l'éco-organisme s'occupe de la fin de vie de ce qu'ils mettent sur le marché. Donc c'est eux qui collectent l'éco-contribution qui permet ensuite de financer les activités de Valdelia. Et donc l'impulsion, à la base, c'est une obligation réglementaire. Tout à fait. Que de pouvoir gérer la fin de vie des produits mis sur le marché. Et cette obligation, elle date de quand? Et la création de la SAS, à quelle année? Alors c'était autour de 2012-2013. Et donc il faut savoir qu'on est agréé par l'État pour ces activités. Donc effectivement en 2012, donc, il y a des systèmes de responsabilité élargie du producteur sur plein de produits. Sur les mobiliers, donc, ça a été créé en 2012, donc ça a été scindé en 2 organismes, Écomobilier sur la partie plutôt mobilier des particuliers, et donc Valdelia sur la partie plutôt avec des adhérents de mobilier plutôt professionnels. Donc ça a été créé en 2012-2013 avec un agrément de 5 ans à chaque fois. Et donc voilà, là on arrive au réagrément l'année prochaine notamment. Et donc les metteurs sur le marché ont choisi de se réunir à travers une seule structure. Il n'y a pas de concurrence sur ce segment de marché aujourd'hui? Non, on est 2 sur la partie mobilier, donc mais effectivement plutôt une séparation en fonction de l'utilisateur final, voilà, tout ce qu'on appelle nous le détenteur, ceux qui détiennent le mobilier et qui utilisent nos services. Et les volumes que ça représente chaque année en mobilier, déjà quelle est l'unité de calcul? Est-ce que c'est en nombre de biens? Est-ce que c'est en poids? Alors on est plutôt en poids, effectivement, on parle de tonnes. Faut savoir que du coup, nous, on collecte en année normale, hors Covid, 90 000 tonnes de mobilier par an. Et on a à peu près à 300 000 tonnes de ce qu'on appelle, nous, mise en marché, donc ce qui est vendu en neuf, et on collecte en fin de vie 90 000 tonnes sur une année classique. Et cette collecte, elle est opérée de quelle manière? Vous allez directement dans les entreprises récupérer le matériel? Il y a des déchetteries spécifiques? Comment est structuré le réseau? Tout à fait. Alors nous, on ne parle pas de déchetterie effectivement dans le mobilier professionnel. On intervient directement en chantier. À partir du moment où le professionnel a plus de 20 mètres cubes à évacuer, donc c'est les petits camions qu'on voit souvent en ville. À partir du moment où le professionnel a plus de 20 mètres cubes, on intervient, on vient de mettre des contenants en pied d'immeuble. Donc la manutention n'est pas prise en compte dans le service. Il faut savoir qu'après, nous, plus on est contacté tôt par rapport à la date de chantier, plus on peut proposer un maximum d'options de seconde vie, puisqu'effectivement il y a la partie recyclage, donc ça forcément les mobiliers seront recyclés à la fin, mais si on peut proposer une seconde vie au mobilier en amont, on le fait autant que possible. Et donc on a plus de 200 partenaires de l'économie sociale et solidaire et tout un réseau aussi d'acteurs du mobilier d'occasion ou de l'upcycling qui permettent en fait d'offrir une seconde vie au mobilier. Donc voilà, en fonction de ce que souhaite le détenteur, on peut le mettre en relation avec tout plein d'acteurs qui peuvent offrir une seconde vie. Et effectivement, on vient en chantier poser des contenants, et s'il y a moins de 20 mètres cubes, on a ce qu'on appelle, nous, pas des déchetteries, mais des points d'apport volontaires un peu partout en France, où les professionnels peuvent venir déposer leur mobilier directement dans les contenants. Et donc tout ceci est financé par l'éco-contribution au moment de l'achat du produit. Et comment elle est calculée, cette contribution? Alors elle est calculée en fonction des compositions, de comment est composé le produit final. Donc c'est en fonction du poids des différents matériaux. Et effectivement, c'est souvent la petite ligne qu'on voit dans plein de produits finalement. On s'en rend peut-être pas compte en tant que consommateur de tous les jours. C'est cette petite ligne de contribution qui représente en fait la facilité ou la difficulté du recyclage final du produit. Donc c'est d'abord mesuré et ensuite à partir de l'estimation de ce coût constaté, c'est ça. C'est chaque année réévalué? Pas chaque année, mais effectivement c'est régulièrement réévalué aussi en fonction des techniques qui arrivent sur le marché pour pouvoir recycler au national. On est sur une vision macro. D'accord. Mais tout à fait, oui, c'est réévalué de temps en temps. Et on parlait donc à l'instant du lien avec le monde de l'économie sociale et solidaire. Alors on se rapproche un petit peu du sujet de l'association qui a été créée par l'entreprise que tu coordonnes. Tu peux nous expliquer pourquoi avoir créé cette association et quelle est sa vocation? Alors il y a un peu deux sujets effectivement. Alors l'économie sociale et solidaire, c'est sur la partie effectivement collecte pure et on accompagne beaucoup les acteurs de l'économie sociale et solidaire puisqu'on a plus de 200 partenaires aujourd'hui. Là c'est vraiment sur Valdelia pure et surtout on a beaucoup de programmes d'accompagnement sur plein de sujets variés, mais notamment la montée en compétences sur des métiers tels que l'upcycling. On a des programmes, notamment un programme qui s'appelle Révolution qui permet en fait pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire du jour d'apprendre le métier d'upcycler et de transformer en fait de la matière qui a déjà vécu pour en fabriquer des nouveaux mobiliers
affiliés. Ouais. Donc voilà, on a tout ce réseau de l'économie sociale et solidaire qu'on essaie d'accompagner au maximum avec Valdelia. Et par contre, c'est plutôt sur la partie innovation qu'on a donc accompagné la création d'une association qui s'appelle Secondaire, puisque donc en tant que chef de projet innovation, on s'inspire beaucoup de ce qui se passe sur d'autres filières pour trouver des nouvelles idées et des nouvelles pratiques. Et à force, en fait, on a pu agglomérer et avoir une certaine expertise en termes de seconde vie des produits et des matériaux de manière générale. Et donc de là a été impulsée un peu l'idée de se dire mais comment on peut pas venir mutualiser les projets d'innovation avec d'autres filières. Et c'est comme ça que s'est co-créée l'association Secondaire avec différents acteurs du territoire pour venir en fait mutualiser les projets d'innovation en Occitanie en matière de prévention et de gestion du déchet. Donc voilà, que peu importe le sujet, ça peut être dans le monde de l'agriculture, mettre du plâtre dans le monde de l'agriculture, ou alors gérer de la donnée, ou encore donner une seconde vie à des sièges de train. C'est vraiment très vaste, mais l'idée c'est de se dire on peut avoir entre filières avoir une même problématique et se dire si on la mutualise, on peut peut-être trouver des solutions communes. D'accord, donc c'est une association qui a vocation à faire de l'open innovation en quelque sorte avec une multitude d'acteurs. C'est un peu ça, et un peu aussi de l'écologie industrielle territoriale, se dire en fait des fois faire des ponts entre certaines entreprises, certaines activités, ou sur un même territoire, et en fait on peut peut-être faire du lien entre des ressources ou des besoins. D'accord, très bien, merci beaucoup Léa. Merci à vous.